Je suis pas un prédateur, comme un homme agrément peut l'être. J'ai pas l'étiquette de la violence ou de la menace. J'ai plus l'étiquette de la victime. J'ai compris que j'aurais pas ma place en France. Je dirais vraiment que la société et le monde de l'entreprise, des corpos, etc., a été construit pour des hommes. Petite intro qui n'existe pas non plus et que je développe au fur et à mesure. Bienvenue dans le plafond de verre, le podcast qui traite des plafonds de verre de la société qu'on peut rencontrer en tant que racisé, en tant que musulman, en tant que femme, en tant qu'handicapé, je ne sais pas, ou porteur d'un handicap en général. Et donc l'idée, c'est d'expliquer et de raconter l'histoire de personnes qui peuvent rencontrer ces plafonds de verre, s'ils les rencontrent, et de nous raconter aussi comment ils les dépassent et comment ils les brisent, s'ils arrivent à les briser. Donc aujourd'hui, on accueille Kenza Akiurek, que je connais depuis, je dirais, 1 an et demi, peut-être, Ouais, 2 ans, plus, ouais. 2 ans, que je connais par le biais de Ahmet, qui est ton mari. Ouais. Vous êtes un couple d'entrepreneurs qui avait monté Cratéo. Et je ne vais pas en dire plus, en fait, je vais te laisser te présenter, c'est plus simple, j'ai peur de faire un petit écueil, tu vois, Ok. dans la manière de le présenter. Donc dis-moi. Alors, en effet, je m'appelle Kenza, donc j'ai 28 ans. Et c'est un petit peu difficile de répondre toujours à cette question parce qu'on peut se présenter d'un milliard de façons différentes, parce qu'on a tous des identités différentes avec lesquelles on jongle tous les jours. Mais je pense que pour aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais me définir comme et me présenter comme une bâtisseuse, on va dire. Je vois que tu réagis, J'adore. donc je vais préciser, mais j'essaie d'incarner ça au quotidien et notamment dans ma vie professionnelle. Et moi, du coup, ce qui me fait kiffer, c'est de concrétiser, de matérialiser les idées qu'on peut avoir, la vision qu'on peut construire en effet avec Ahmet au sein de Cratéo. Donc voilà, moi, au sein de la boîte, je suis directrice des opérations. Et je suis justement, disons, celle qui va concrétiser et matérialiser la vision, les objectifs, la direction qu'on souhaite avoir et que, notamment au fil des conversations avec Ahmet, on définit, quoi. Ok, c'est marrant parce que dès le départ, tu as parlé d'identité et Ouais. c'est le sujet du podcast. C'est-à-dire que les identités sont complexes pour tout le monde, hein. Tu vois, peu importe d'où l'on vient, peu importe nos origines. Et il s'avère que ce podcast parle d'identité, s'adresse aux personnes racisées. C'est important pour moi parce que je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux personnes racisées. Et en plus, on n'a pas de sujet qui traite forcément de la racialisation de la société, si je puis dire comme ça, et de la manière dont... parce que racisé, finalement, c'est un terme qui indique qu'on subit, parce que tu es racisé, on te racise, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu as une identité qui t'est propre, mais Ouais. pourtant, on vient t'accoler une étiquette qu'on assume ou qu'on n'assume pas en fonction de notre tempérament et de l'expérience qu'on a. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir. Et tu as parlé d'identité. J'ai perdu le fil de comment je voulais l'amener, mais j'aimerais bien justement que tu m'expliques d'abord, avant tout, ta définition du plafond de verre et comment ce plafond de verre, ou si tu en as rencontré un dans ton parcours, a pu te mettre face à ton identité. Ok. Alors, ma définition du plafond de verre, déjà, je pense avoir une définition comme beaucoup la partagent, à savoir un sentiment, au moins, de blocage dans une certaine ascension qu'on veut avoir, qu'elle soit professionnelle ou autre. Et elle peut, en fait, la réalité de ce plafond de verre, elle peut être très concrète dans le sens où ça peut être en effet un plafond de verre qui nous est imposé bien qu'il soit invisible. Mais je crois aussi au plafond de verre qu'on peut s'imposer soi-même et qu'on peut, dans tous les cas, briser. Mais les barrières mentales aussi existent et moi, je les rentrerai aussi dans le plafond de verre. Donc le plafond de verre, il y a au sens la société qui vient t'en imposer un, même s'il est invisible et insidieux. Et il y a le plafond de verre qu'on s'imagine, peut-être qu'on grossit, qu'on s'impose parfois, qu'on tente ou pas de briser au fil de son évolution et de son parcours. C'est quoi le premier plafond de verre que tu as rencontré, toi, dans ton parcours ? Alors du coup, tu pars du principe que j'en ai eu un, c'est intéressant. Je ne pense pas avoir vécu vraiment de plafond de verre. Donc malgré l'identité que je peux avoir, et on pourra en discuter plus en détail. En revanche, je pense que je me suis, et work in progress,
Je me suis souvent imposé en effet des limitations personnelles, des barrières psychologiques, des barrières psycho-émotionnelles dans la construction de mon identité et dans la construction aussi de mes ambitions, des objectifs que je souhaite atteindre. Et c'est en fait, en réalité, un combat contre soi-même, plus qu'un combat contre les autres, contre la société. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir été stoppée, d'avoir eu un obstacle qu'on m'a imposé. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être que de façon invisible, j'en ai vécu. Peut-être que, je ne sais pas, quand j'ai candidaté pour tel job ou tel job, on a décidé que je n'allais pas l'avoir et voilà. Pour des raisons X, Y, Z, je suis une femme d'apparence et en tout cas d'identité visible, racisée, maghrébine. Mais à titre personnel, je n'ai jamais vécu cette impuissance et ce blocage-là. Ok. Ça veut dire que malgré, en tout cas, l'identité qu'on pourrait supposer de toi, ouais. parce qu'on peut que supposer une identité, c'est toi qui la, oui. c'est toi qui la détermine et l'interprète, tu t'es pas senti, t'as pas rencontré d'obstacle. Bloqué. Non. Et tu vois, c'est marrant, mais j'ai toujours, je pense que j'ai l'air d'une maghrébine, bien que, enfin, je sais pas. Tu confirmes? Kenza, tu vois. Ouais, genre, Kenza déjà dans le prénom. Voilà, déjà dans le prénom. Après, dans le prénom, évidemment. Je sais que tu as, je crois, plus d'origine que ça. Ouais. Et justement, c'est ça qui est intéressant. J'aimerais bien. Ouais. Donc, moi, mon père est marocain. Je suis franco-marocaine de nationalité. Mais ma mère est ukrainienne et italienne. J'ai une identité provençale qui est relativement forte aussi, puisque j'ai grandi à Marseille. Je suis née, j'ai grandi à Marseille. Ma grand-mère était italienne. Je la fréquentais beaucoup. Elle était italienne catholique. Donc, j'ai des identités multiples en ce sens. En revanche, je pense que dans la société, j'ai toujours été identifiée comme étant une femme ou une fille, une jeune fille maghrébine. Parce que je pense que les gènes maghrébins et les gènes marocains ont été très forts. Les gènes marocains ont pris le dessus. Exactement. Et en plus, vraiment, genre après, bon, l'Italie, ça reste quand même un pays méditerranéen, si je puis dire. Donc, ça dépend en fait après le côté, les gènes du côté italien, parce que j'ai déjà croisé des Italiens blonds aux yeux bleus, tu vois. Oui. Peut-être que là, c'était. Ma mère est brune, mais aux cheveux bouclés aussi, donc je tiens un peu d'elle. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc c'est vrai que moi, tout de suite, quand je fais ce podcast, je m'intéresse notamment aux origines, tu vois, au départ. Oui. Et quand je lance ce podcast, on en a parlé, tu vois, on en parle souvent, je suis dans une colère, je suis énervé tu vois, contre la société, parce que pour le coup, peut-être que je me le suis imposé ce plafond de verre, mais j'ai rencontré des plafonds de verre, et je me suis toujours, dès le départ, étiqueté comme arabe, tu vois. Oui. Au lycée, j'avais une page Facebook, pour moi, que j'avais appelée Samy l'Arabe. Oh, wow. C'est-à-dire vraiment, j'ai tamponné, j'ai dit je suis un arabe. Tu t'es approprié cette identité-là, cette étiquette. À 100%, et j'en ai joué, et j'ai abusé même du truc, tu vois, parce que Samy l'arabe, tu vois, en plus, L majuscule, apostrophe A majuscule, c'est pour dire je suis l'arabe. La figure voilà, arabe. La figure, tu vois. Et j'avais une page Facebook, tu vois, et d'ailleurs, je parle beaucoup des réseaux sociaux, parce que c'est mon métier, et d'ailleurs, on abordera peut-être le sujet de ton personal branding. Oh, ok. Propre aux réseaux sociaux ou extérieur aux réseaux sociaux, parce que ça va ensemble. Mais voilà, moi, je me suis tamponné, tu vois. Et j'ai l'impression que si je t'écoute, en vérité, au vu de ton identité multiple, j'ai pas l'impression que toi, ça a forcément été quelque chose que tu as mis en avant ou que tu as, comment dirais-je, t'as rendu palpable forcément aux yeux des autres, quoi. T'as été juste Kenza. Ouais. Et tu as progressé en tant que Kenza, si je me trompe pas. Alors, j'ai eu des phases différentes dans ma vie. Dans mes souvenirs, au collège, j'étais quand même très marocaine. Okay. Donc, j'avais pas une page où je m'appelais Kenza l'arabe, tu vois, ou Kenza la marocaine. En revanche, je me souviens que j'étais très portée vers mon identité marocaine, à explorer l'histoire, la politique, la culture, les traditions. J'ignore vraiment pourquoi, je ne suis pas vraiment revenue sur cet épisode pour un peu analyser pourquoi cette résurgence-là sur ces années-là, peut-être que c'est les années de la construction. Il faut dire aussi qu'il se trouve que j'étais dans un environnement où j'étais une vraie minorité pour le coup. Donc on était plusieurs élèves collège-lycée d'origine maghrébine. En revanche, j'étais la seule qui avait cette identité, qui la vivait
j'allais dire au quotidien, et qui, en tout cas, s'identifiaient. Les autres, c'était plus des maghrébins sociologiques ou culturels. Vraiment, c'était un héritage qu'ils avaient sans forcément le vivre, tandis que moi, je le vivais, tu vois. Et donc, j'étais une vraie minorité. Et je me demande peut-être que c'est pour cette raison-là que je suis allée un peu plus la construire, parce que, par contre, on me l'a renvoyée, cette identité. Donc, en effet, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu un plafond de verre. En revanche, j'ai compris très tôt que j'étais une arabe, bien que, même si tu me dis aujourd'hui arabe, je ne sais pas vraiment si je m'identifie comme étant arabe. Franco-marocaine, marocaine, oui, mais je trouve que la marocanité est beaucoup plus complexe que juste l'arabité. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Mais je l'ai vécu par des remarques diverses et variées. J'ai des souvenirs, et mine de rien, ces souvenirs, je les ai encore, donc je pense que c'est qu'ils m'ont marqué d'une certaine manière. Mais si tu veux, j'étais un peu la bonne arabe, dans le sens où j'ai toujours été de ma primaire à mon lycée, première ou deuxième de ma classe, bien éduquée, sage, qui ne fait pas de vagues, etc., etc. Et donc, ça se permettait de parler beaucoup des Arabes, des Arabes, des Arabes. J'ai grandi à Marseille, beaucoup de Maghrébins. Mais à chaque fois, ça finissait par « mais toi, c'est pas pareil », tu vois. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu... je prends mon plateau service, mon plateau de la cantine, et je cherche une place où m'asseoir, et j'entends des garçons qui disent « Ah, Fatima, nanana », je sais pas ce qu'ils me disaient, mais tu vois, ils m'appelaient Fatima. Je me souviens aussi, j'ai une dernière anecdote. On allait à la mer, parce que, étant marseillaise, après les cours, on prenait le bus et on allait se baigner, quoi. Et j'étais avec des copines, et il se trouve que c'est une plage publique. Donc, qui dit plage publique dit toute la population marseillaise qui s'y retrouve, donc y compris des Noirs et des Arabes. J'étais qu'avec des copines qui n'étaient pas du tout de ces identités-là, et j'entendais Kenza, reste avec nous, comme ça, on ne viendra pas nous chercher des noises parce que tu as vu, c'est la famille et tout, tu vois. Donc, on m'a renvoyé beaucoup de fois à mon identité rebeu. Très jeune en plus. Très jeune, collège-lycée. Mais malgré ça, j'ai pas vécu dans ma vie une incidence réelle, un pouvoir réel de ces remarques-là sur ma vie. J'ai jamais considéré que ça avait posé problème ou posé obstacle dans ma vie. Et la deuxième chose que je dois dire là-dessus, c'est que la raison pour laquelle ça n'a pas posé problème, je pense que c'est parce que, pour plusieurs raisons. La première étant, je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Je suis une femme, je ne suis pas un homme maghrébin. Je pense que nos expériences sont totalement différentes. En plus d'être une femme maghrébine, je suis une femme maghrébine non voilée. Je pense que mon expérience est totalement différente des femmes maghrébines voilées. Et si tu veux, dans la chaîne alimentaire de la société et des minorités, je pense, malheureusement, heureusement, être au sommet de la chaîne alimentaire des minorités. Dans le sens où je pense être la moins vulnérable ou celle qui en pâtit le moins. Tu vois, moi, dans l'inconscient collectif, je suis pas un prédateur comme un homme maghrébin peut l'être. Enfin, j'ai pas l'étiquette de la violence ou de la menace. J'ai plus l'étiquette de la victime. Pas raison, hein. Je veux dire, je subis aussi cette étiquette. Mais tu vois, les femmes maghrébines, c'est plutôt les femmes maghrébines qu'on doit libérer de leurs grands frères, ou qu'on doit libérer des hommes maghrébins. Et je pense que c'est plutôt ça, l'inconscient collectif et la vision qu'on a de mon identité de l'extérieur, que les Français, la société française, l'inconscient collectif français peut avoir de mon identité. Et ça, même si ça a des conséquences dommageables, regrettables, et que, évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, je pense que c'est pas ce qui m'empêche d'avoir un job ou d'imaginer plus grand pour ma vie, etc. Tu vois, je pense presque que c'est l'inverse. Ok. Je connais un petit peu ton parcours, de loin, scolaire, surtout après post-bac. Mais t'étais dans quel type d'école, rappelle-moi ? Collège-lycée ? Ouais. Alors, c'est intéressant, j'étais dans un groupe scolaire, donc collège-lycée privé catholique. Donc, entouré scolarisé avec, disons, la bourgeoisie de la région, la bourgeoisie marseillaise, qui est de facto plus
d'identité plus européenne. Donc j'étais avec des gens d'origine italienne, pieds noirs, corse, tu vois. Voilà un peu la représentation de cette population-là dans le Sud. Et c'est intéressant parce que du coup, ça t'est pas venu naturellement de le préciser. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire c'est que vrai. toi, pour toi, c'est normal, tu as vécu ça de manière normale Ouais. et c'est cool parce que ça veut dire que vraiment, c'est au même titre que pour toi, si je puis dire, ta Maghrébinité, peut-être, maghrébinité, c'est ouais. vrai. Toi et Ahmed, vous dites beaucoup, vous rajoutez IT après. Oui, c'est Je trouve ça vrai. intéressant. Petite parenthèse, parce que c'est vraiment le mélange de l'origine, ou peu importe, ou de la qualification et de l'identité. Oui. Tu vois, et ça, je trouve ça cool, parce qu'encore une fois, podcast sur l'identité, ces mots-là, j'ai commencé vraiment à les utiliser avec vous. Quoi. Ah bon? Je l'utilisais pas du tout. Jamais j'ai dit africanité. Ou alors, Intéressant. j'ai commencé à découvrir ces mots-là quand je me suis intéressé aux intersectionnalités. Oui. Du coup, mais voilà, j'ai jamais poussé. Et c'est avec Ahmed notamment que j'ai commencé à vraiment parler musulmanité, Oui. arabité. Arabité, je l'ai entendu pour la première fois dans la bouche de ton mari. Tu vois. Ah oui, Donc bon, c'est intéressant, vous utilisez les mêmes qualificatif. qualificatifs. Ouais. Mhm. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu lié aussi à votre parcours scolaire, votre Oui. expérience sociale, dans le sens où, bon, toi, du coup, tu as fait tes études dans un groupe scolaire privé catholique. Oui. Est-ce que ça suppose un milieu social aisé de départ ou pas du tout? Totalement. Ok. C'est pas mon milieu d'appartenance. En revanche, c'est le milieu dans lequel j'ai été plongée et je me suis socialisée toutes mes années de construction, depuis la 6e jusqu'à mes 18 ans, après quoi j'ai quitté j'ai quitté Marseille pour Paris. Donc, si tu veux, moi, je vis dans un quartier dortoir, dans le sens où tous les matins, tous les soirs, je vais dans mon enceinte scolaire, entourée de personnes qui sont plutôt effectivement de milieu CSP+, bourgeois, qui ont des identités tout à fait différentes. Et ensuite, je reviens chez moi. Bon, début des quartiers nord de Marseille, mais je le vis vraiment comme un lieu dortoir plus qu'un quartier dans lequel j'ai développé, je sais pas, une identité de l'activité, etc. Tu vois. Donc, j'ai vraiment vécu avec un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Et je pense que ça a aussi joué dans le fait que mon expérience de Sciences Po et mon arrivée à Sciences Po Paris, je pense que ouais, On va y arriver. on va y arriver, mais ça n'a pas vraiment été un choc pour moi en termes culturels, sociologiques ou quoi que ce soit, parce que j'étais déjà dans ce milieu-là à Marseille. Donc il y a eu un changement quand même, c'est un step-up différent parce que la bourgeoisie provinciale, c'est pas tout à fait la bourgeoisie parisienne. Là, on est sur d'autres niveaux plus stratosphériques, tu vois. En revanche, en termes de code, en termes de capacité à naviguer ce milieu-là, j'étais préparée parce qu'en fait, je me suis socialisée comme ça et je l'avais déjà acquis, tu vois. Donc, j'ai aussi eu une expérience différente de mon entrée à Sciences Po que beaucoup d'autres étudiants qui ont une identité comme la mienne, en tout cas culturelle, qui sont minorités, racisées, etc. Parce que j'avais les codes pour naviguer ce milieu-là et j'ai pas été plus choquée que ça, en fait. Le seul choc que j'ai eu, c'était que je suis passée de première de la classe toute ma vie à oh là là, j'ai un niveau moyen plus. Donc c'est plus compétitif, il fallait davantage faire mes preuves. Mais à part ça, pas de grandes difficultés, honnêtement. Ok. Ouais. Je reviens, avant de passer à Sciences Oui. Po, je reviens juste au quartier dortoir. Oui. Est-ce que comment tu considères, je vais essayer de ne pas fermer la question, comment tu considères ton milieu social de départ du coup? Parce que tu me parles de quartier dortoir, Oui. tu n'as pas évoqué pour autant tu vois, que tu as grandi dans un milieu modeste ou je ne sais Oui. quoi, tu vois. Encore une fois, ça t'est pas venu naturellement d'en parler. Qu'en est-il? J'essaie d'organiser mes pensées pour te le décrire. Je viens d'un milieu... Alors, tu sais, Bourdieu, capital, social, culturel, financier, matériel, etc. J'ai fait bac ES, heureusement, sinon je ne Voilà. pourrais pas suivre toutes nos discussions. Mais... En France, on est obligé, quand on a fait bac ES, de voir ces chapitres-là. Ouais. Donc, il y a des niveaux différents selon le capital dont on parle. Ma mère est prof. Donc, elle est prof au lycée, éco-gestion, droit.
Donc j'ai quand même un parent prof, ce qui de facto me donne un bagage culturel de classe moyenne, tu vois. Mon père, lui, est commerçant, mais il ne travaille pas en France. Il a toujours travaillé au Maroc, avec des allers-retours, etc. Donc, mais par contre, très porté sur les idées, l'histoire, la politique. Donc je dirais que j'avais quand même un capital culturel de départ qui était relativement établi, sans être ultra cultivé, tu vois, mais un certain éveil intellectuel, etc., qui peut me ranger dans une catégorie classe moyenne, je dirais. En revanche, d'un point de vue matériel, c'était pas... C'est toujours difficile de se positionner, parce que c'est changeant aussi selon les époques. Dans la société, les références changent. Mais je pense que j'ai commencé à ma naissance et sur mes premières années classe moyenne, mais on a connu un déclassement social au fil des années. Donc, typiquement... Pourquoi ? Comment ? Pourquoi on a connu un déclassement social ? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a à la fois des facteurs très propres à ma cellule familiale, un peu privée, et d'autres facteurs qui, je pense, sont en lien avec la société. Il y a eu l'arrivée de l'euro, il y a eu l'inflation, l'évolution des salaires qui n'a pas suivi le salaire notamment de ma mère qui est prof, qui a plutôt eu un salaire pas stable, mais voilà, c'est pas les mêmes revalorisations que les métiers de conseil, par exemple. Et puis, j'ai 3 grands frères, des études qui coûtent de l'argent. Au fil des années, tu vois, les besoins financiers ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on a connu un déclassement social, en tout cas qu'on l'ait connu ou pas. Moi, je considère dans mon expérience que la variable financière a beaucoup pesé dans ma construction, m'a beaucoup impactée. J'en ai souffert. Mais j'allais dire un peu comme des millions de Français, des millions d'enfants français dans ce pays, quoi. Donc, voilà. Ok. J'avais une question que j'ai perdue, mais c'est pas grave, elle va revenir. C'est sympa parce que du coup, j'ai l'impression en tout cas que dans ton mindset, dans ton éducation... Ah, c'est bon, j'ai retrouvé ma question. Dans ton mindset et dans ton éducation, ça se voit que t'es pas quelqu'un de fataliste, quoi. C'est-à-dire que t'as connu une certaine situation. Très tôt, tu as été catapulté dans un milieu social qu'on pourrait dire n'est pas le tien, du coup, mine de rien. Oui. Quand bien même, tu as pu faire partie de la... Si je déduis, et encore, c'est peut-être faux, mais une forme de classe moyenne peut-être basse, tu vois. Oui. Voilà, tu as été dans un milieu qui n'a pas été le tien. Ça t'a peut-être donné aussi la capacité de naviguer très facilement, ce côté un peu caméléon, tu vois. Oui. Donc, et malgré tout, on voit bien que genre, tu t'es jamais laissé, comment dirais-je, déterminé, découragé, comme tu vois, par les situations que tu vivais, et voilà, tu t'es dit bismillah, on s'en fout, quoi, on y va. Et je trouve ça vachement intéressant, donc bravo pour ça, et j'espère que ça va donner un peu de motivation et d'inspiration aux personnes qui nous écoutent et nous regardent. Ma question, c'est marrant parce que du coup, tu parlais du fait que tu as été très... tu t'es marocanisé, j'ai du mal à les sortir, okay. Marocanisé très tôt. En tout cas, tu as vécu ton identité marocaine plus intensément que finalement ton côté européen, ukrainien, italien, tu vois. Pourtant, ton père faisait des allers-retours et donc par conséquent plus absent que ta mère, tu vois. Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes ce côté plus marocain qu'européen ? Je pense qu'un choix éducatif a été fait très tôt entre mes parents, explicite. Je pense qu'ils ont eu cette conversation-là. Et entre les différentes identités qui auraient pu nous être offertes, nous, enfants, ils ont choisi une éducation franco-marocaine. Ça voulait dire, comme toute la diaspora marocaine d'Europe, que chaque année, on rentrait au Maroc, tous les étés. Donc moi, toute mon enfance, de mon primaire à mon lycée, tous les ans, on rentrait au Maroc. J'allais voir ma famille au Maroc, je la visitais. Donc j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, beaucoup de shots identitaires que je vivais chaque année et qui ont construit ma marocanité, donc construit cette identité-là. En revanche, pour les autres identités, l'identité ukrainienne, c'était même pas une possibilité parce que ma mère elle-même n'avait pas reçu en héritage cette identité-là de son père. En revanche, j'aurais pu avoir davantage d'héritage italien
c'est pas quelque chose que j'ai reçu. Je pense que ça a été un choix pour peut-être pas trop nous embrouiller, tu vois, dans notre construction identitaire en tant qu'enfant et adolescent. Cela n'a pas empêché quand même que je sois au contact et que je me sois construite avec d'autres nuances identitaires, à savoir, je le disais en début de podcast, je fréquentais beaucoup ma grand-mère, on allait manger tous les dimanches chez elle, le repas dominical familial, les fêtes, on les vivait avec elle, elle était catholique, croyante, plutôt pratiquante, mais du coup, il y avait la crèche, tu sais, la crèche avec les différents santons, pendant Noël, il y avait Pâques avec les œufs, etc., etc. Donc, je vivais ces célébrations, disons, en famille avec elle. Et de fait, j'étais provençale. Et je le suis un petit peu encore, bien que tu vois, les identités, c'est mouvant au fil des années, au fil de ton expérience de vie. Donc, c'est pas forcément quelque chose avec laquelle j'arrive à me connecter tous les jours, étant maintenant parisienne depuis 10 ans, etc. Aucun accent marseillais. Aucun accent marseillais, mais que j'ai perdu, et ça, ce serait intéressant d'en parler peut-être, mais que j'ai perdu dès le collège avec justement ces camarades-là. Okay. Parce que le propre de la bourgeoisie, c'est de ne pas avoir d'accent, Okay. d'avoir l'accent parisien. Donc, ils ne l'ont pas eux-mêmes, et je l'ai perdu au fil des années. Mais donc voilà, j'ai aussi une identité provençale de fait. Comment ça se traduit à la maison, les plats qu'on mange. De toute manière, l'identité, ça se transmet comme ça se vit comme ça se vit à travers la musique, la cuisine, les odeurs, les paysages, les voyages. Et cette identité provençale-là, moi, je l'ai vécue, elle est ancrée en moi, de sorte que quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, en fait, parce que j'étais en présence de gens desquels je ne me sentais pas véritablement proche. Ok, nous sommes tous français, mais dans la réalité des faits, je me sentais, et je me sens, je pense, plus proche d'un grec ou d'un italien que d'un parisien. Tu vois, on a un rapport aux autres différent, un rapport au temps différent, un rapport au travail différent, un rapport à l'extérieur différent. Et ça nous construit en tant que personne. C'est des choses qu'on prend un peu pour acquis, mais qui font en réalité notre identité. Ok. Il y a plein de questions qui me viennent parce que du coup, pour le coup, t'as cette identité qui est vachement complexe Oui. Versus d'autres personnes que je pourrais recevoir ici ou que j'ai déjà reçues qui, vraiment, pour le coup, c'est, je vais pas dire binaire, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune identité qui est binaire, mais si je prends les origines, c'est je suis franco quelque chose. Je suis 100%, je sais pas quoi, mais j'ai vécu en France et je me sens français. Et d'ailleurs, tu vois, tu viens de le dire, on est tous français. Ouais. C'est-à-dire que tu as quand même, toi, malgré le fait qu'on t'ait fait ressentir que tu pouvais être maghrébine, etc., t'as pas de problème avec le fait de dire que tu es française. Tu vois, je trouve ça vachement. Et malgré le fait que tu reçois retourner tous les étés au Maroc, que tu es autant d'origine, t'as pas de problème à dire que tu es française. Comment ça se fait et comment ça se fait? Tout simplement parce que, bien sûr, je mets cette expérience et ce parcours en miroir vis-à-vis de moi, qui est un parcours totalement différent, une expérience de la francité totalement différente. Donc, comment ça se fait que voilà, tu as l'air d'avoir embrassé pleinement toutes tes identités? Comment tu... Dis-nous, tu vois, genre, moi, ça me surprend, j'ai envie de savoir, tu vois. Je ne saurais vraiment pas te répondre sur comment j'y suis arrivée. Je sais pas, ça s'est fait un peu naturellement, donc ça n'a pas été un process qui a été pensé, donc je ne saurais même pas le déconstruire pour toi. En revanche, quand je disais tout à l'heure, on est tous français, de fait, oui, j'étais à l'école française, j'ai appris le programme d'histoire français, j'ai quelques notions, quelques repères sur ça. Je ne pense pas que nos ancêtres sont les Gaulois. J'ai bien conscience que si je suis là en France et que je suis née en France, c'est parce que je suis le fruit de l'immigration, que ce soit l'immigration de mon côté maternel ou l'immigration de mon côté paternel. Donc, j'ai bien conscience que mon arbre généalogique se situe pas en France. En revanche, ouais, je suis française dans le sens où ça s'est vraiment manifesté, je trouve, en allant à l'étranger. De toute façon, quand tu vas au Maroc tous les étés, t'es pas marocaine, hein, t'es pas considérée comme marocaine. T'es la Gaoulia. Voilà, t'es à la limite, ils vont être gentils, ils vont pas te dire Gaoulia, mais t'es la Zmeglia. La Zmigzmag. Voilà, donc au tout début, quand j'étais vraiment jeune, au primaire, tout début collège, je parlais pas vraiment arabe. Le Darija, je le maîtrisais pas. Je l'ai appris plus tard, sur le tard. Et du coup, ça se moque de toi. Tu sens que t'as pas les mêmes codes. Moi, je pétais un câble quand mes cousins
ouvraient leur paquet de biscuits qu'ils venaient d'acheter au Hanout, là, à l'épicier du coin. Ils l'ouvrent, ils prennent leurs biscuits, ils les jettent par terre. Moi, je pétais un câble. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Et je ramassais les emballages papier sur le sol. Donc, tu te rends compte que tu n'as pas tout à fait la même construction qu'eux, que tes cousins, que ta famille, etc. Donc, c'est surtout à l'étranger que je me rends compte que je suis française et que j'ai cette francéité, justement, en moi. Ça s'est aussi manifesté quand j'ai vécu à l'étranger. J'ai vécu à Dubaï un peu moins d'1 an. Et j'étais un peu la Frenchie dans mon groupe, tu vois. Le fait d'être portée beaucoup sur les débats de société, sur la politique, sur un peu, pas les mouvements sociaux, mais tu vois, ce qui se passe, la chose publique. Moi, c'est une sensibilité que j'ai toujours eue et que je trouve, mine de rien, relativement française. Et voilà, ça, je m'en suis rendu compte vraiment avec l'expérience de l'altérité. Maintenant, encore une fois, les identités sont mouvantes et je pense évoluent au fil de nos expériences et de la vie. Et je pense, malgré ce fond-là français, je pense que sur plein d'aspects, je me sens de moins en moins française. Ok. Parce que j'ai quand même l'impression que la société française, en tout cas, ce à quoi nous sommes exposés à travers la télé, etc. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais ce qui se passe dans la société française. On a tous nos biais de perception. Mais j'ai l'impression que dans les valeurs qu'elle porte, les principes, etc., elle s'éloigne un peu de qui je suis et en tout cas, moi, ce que je porte et ce que je vis. Donc, c'est difficile de se sentir comme faisant société et faisant communauté de destin, comme on dit, quand il se passe ce genre de choses, tu vois. Bon, sans rentrer dans le détail de la politique et tout, mais c'est surtout sur, justement, les forces qui définissent et qui régissent ce qui se passe en termes de dynamique dans la société française, qui font que ça m'éloigne un petit peu. Ok. Fast track to Sciences Po, donc Ouais. t'es collège, lycée, privé catholique. Ouais. Tu vis tout ton parcours scolaire, tu arrives à Paris, 18 ans, Sciences Po. Ouais. 0 plafond de verre sur le chemin. Tu as les droits, en tout cas tu ne les as pas vécus, tu ne les as pas ressentis. Même mentalement, j'ai l'impression que voilà, c'est fluide, tu arrives à Sciences Po, c'est bon. Ouais. Ok. Quand tu arrives à Sciences Po, que tu es confronté donc, à ce milieu bourgeois plus, parce que voilà, peut-être que la bourgeoisie provençale et la bourgeoisie parisienne, comme tu le disais, c'est des niveaux financiers, des niveaux de vie qui sont totalement différents. Qu'est-ce qui te frappe immédiatement au regard du fait que tu n'as pas été surprise? Il y a forcément quelque chose, est-ce qu'il y a, enfin forcément ou pas, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe où tu te dis waouh, pas la même vie quoi? Ouais. Ce qui a pu me frapper, c'était plusieurs choses, un petit peu ici et là. Déjà, la puissance financière de certains. Donc, j'avais une connaissance, un pote, dont le père avait déjà fait Sciences Po, donc lui, c'est vraiment un héritier parfait, tu vois. On ne peut pas tous en dire autant. La puissance financière au sens aussi où certains avaient un studio juste à 2 pas de Sciences Po, et Sciences Po, c'est dans le 7e arrondissement. 7e arrondissement. Le plus cher de Paris, etc. Donc, t'imaginais pas les loyers, le montant des loyers de ces appartements-là. Donc, ok, puissance financière. Et ce qui m'a frappée aussi, en réalité, c'est que moi, je me suis sentie manquer énormément de culture. Quand tu arrives là-bas? Ouais. C'était des gens qui avaient baigné largement plus que moi dans la culture française et la culture de manière générale. Des gens qui allaient au théâtre avec leurs parents, qui allaient à l'opéra, qui avaient vu 1 milliard de films français, donc qui étaient très cultivés sur le sujet, qui lisaient beaucoup. Moi, en réalité, même si ma mère était prof et que j'avais un certain capital culturel, en tout cas un éveil intellectuel qui était fort et une curiosité qui était très forte, j'avais rarement lu de livres en entier, moi, jusqu'à mes 18-20 ans. Hein. Très honnêtement, même pour mon bac de français, je me souviens, j'avais lu des fiches de lecture du livre. Je n'avais même pas lu le livre en entier. J'étais jamais allée au théâtre avec ma mère, ni à l'opéra ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je me suis sentie quand même très en dessous en termes de niveau culturel, capital culturel. C'est surtout ça qui m'a frappée.
Non, je pense que c'est ça surtout. Ok. Ouais, parce que Donc, j'avais vraiment pas l'habitude en fait de me sentir. Enfin, j'avais surtout l'habitude d'être celle qui avait le plus de bonnes notes et qui, tu vois, j'étais toujours première, deuxième de la classe comme je le disais. Donc, le fait de me retrouver dans un autre échantillon, tout est relatif finalement. Donc grossièrement, écart de culture G, quoi. Ouais, écart de culture. Assez flagrant. Ouais. Ça t'a pas empêché de réussir à Sciences Po. Ouais. Voilà, donc tu as travaillé pour rattraper l'écart. Ouais. C'est tout à ton honneur. Plus tu avançais dans ton cursus, c'est 5 ans, Sciences Po 5 ans. Ouais. Plus tu avançais dans le cursus, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu as vécu de différent? Est-ce que au fur et à mesure, parce que du coup, peut-être que tu ne l'interprètes pas comme ça, mais tu vois, moi je suis extérieur à ça, je me dis, ok, la dame elle arrive, elle constate l'écart, elle ne l'a pas vécu comme un plafond de verre, elle s'est dit, coûte que coûte, je vais y aller. Si vraiment, j'interprète totalement, hein, je ne sais pas ce que tu m'as dit ou raconté, mais c'est ce que je vois là. T'as pas vécu ça comme un plafond de verre, tu y es allé, tu t'es dit, vas-y, let's go, quoi. Je me suis dit let's go, oui, mais en même temps, j'ai vécu pendant des années et je suis même pas sûre d'avoir été diplômée de Sciences Po en m'étant séparée de ce sentiment. C'est le sentiment du syndrome de l'imposteur. Je l'ai profondément vécu pendant des années. En fait, je me suis dit, mais je suis à Sciences Po, mais parce que j'ai de la chance. C'est un peu, tu vois, le hasard, Dieu qui m'a fait voilà, une bénédiction. J'avais pas du tout eu l'impression de l'avoir mérité. Tu avais postulé, entre guillemets, Ouais. C'était dans tes demandes? Oui, en fait... APB à l'époque, je crois. Ça passe pas par APB, Sciences Po, c'est un concours. Ok. Donc, il y a un concours national qui est organisé et tu as plusieurs voies. Et la voie concours, c'est une voie pendant laquelle tu as du coup 2 épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve d'écrit. Donc, tu as plein de matières différentes sur lesquelles tu dois plancher. Et une épreuve orale. Donc, une fois que tu es admissible, une fois que tu as réussi l'écrit, tu passes l'oral et c'est à l'issue de cet oral, si tu le réussis, que tu es admis. Et il se trouve que moi, j'étais exemptée d'écrit. Pourquoi? Parce que j'avais un très bon dossier. Ok. Donc, tu présentes un dossier avec une lettre de motivation, avec tes résultats scolaires, jusqu'au premier trimestre de terminale, avec tes notes de bac de français. Et ça constitue ton dossier. Et tu as une note sur ce dossier-là. Et à partir de ça, de ce dossier-là, il y a peut-être 5-10% de ces dossiers qui sont considérés comme étant particulièrement bons et sont exemptés d'écrit. Tu vas direct à l'oral. C'est un peu un fast track, tu vois. Et en fait, moi, j'étais partie pour faire l'écrit. Je préparais ça toute seule. Donc, ce concours, je le préparais toute seule. J'étais pas dans une classe prépa à Sciences Po, là où j'avais des camarades qui tentaient aussi Sciences Po et qui allaient toutes les vacances scolaires, 1 semaine sur Paris, en intensif sur la prépa Sciences Po, qui coûtait 1 500 ou 2 000 euros la semaine. Oui. Voilà. Donc, en fait, sur beaucoup d'écoles comme ça, ou même j'ai rencontré un garçon récemment qui a fait l'école de médecine et qui décrivait le même mécanisme, à savoir, tu as des classes prépa que tu payes en fait et qui peuvent te permettre évidemment de te préparer davantage au concours et qui du coup biaisent évidemment les chances des uns et des autres. Après tu me diras c'est la vie, on ne part pas tous avec les mêmes cartes. Je peux absolument pas en vouloir aux parents qui mettent leurs enfants parce qu'ils ont les moyens dans ces classes prépa, mais il se trouve que moi j'étais dans une famille qui n'avait pas ces moyens-là. On a une année à 30 000 balles environ, non? Ouais, si je dis pas de bêtises, je fais le calcul rapidement, je suis pas très fort en maths, mais genre... en tout cas, c'était plusieurs milliers d'euros qu'ils investissent dans ça. 6 000 euros le mois, 40 semaines, peut-être plusieurs sur l'année. Milliers d'euros, ça c'est certain. L'ironie du sort, c'est que j'étais la seule qui était prise à Sciences Po et les autres non. Mais j'ai encore aujourd'hui la conviction, si j'avais passé les écrits, j'aurais pas été prête et je n'aurais pas été prise. Okay. Parce qu'il se trouve que je préparais ça toute seule, j'avais 18 ans, je procrastine un peu, je prépare ça avec personne, juste avec un livre. Et en fait, je me motive pas assez et je fais pas le nécessaire pour préparer cet écrit en plus de mes cours et en plus de mes contrôles quotidiens, etc. Donc, je me retrouve un peu à genre 1 mois ou 2 de l'épreuve de l'écrire en me disant mais je vais jamais y arriver. Donc la seule chose que je puisse faire, la seule fenêtre qu'il me reste, c'est de tuer ce dossier-là, d'être hyper béton. Et donc je me suis donnée pendant tout un trimestre sur tous mes contrôles pour avoir des notes de fou. J'avais, je crois, premier trimestre, qui était le dernier bulletin qui a été pris en compte pour le dossier, je crois que j'avais 18,8 de moyenne générale, un truc comme ça.
Donc j'avais vraiment investi beaucoup d'efforts sur ça. Et l'aide de motivation, j'allais les faire relire à des gens qui avaient déjà fait Sciences Po que je contactais sur Facebook. Bref, je me suis débrouillée. Et par miracle, évidemment, j'ai un peu travaillé sur ça, mais tu vois, c'est encore même difficile pour moi de le dire aujourd'hui. J'ai été exemptée d'écrit et je suis passée l'oral. Et une fois à Paris pour l'oral, l'oral s'est bien passé. Et donc j'ai été prise à Sciences Po. Mais du coup, n'ayant pas passé l'écrit là où 90% des gens qui passent le concours Sciences Po passent l'écrit et te racontent leur expérience, c'est horrible, et blablabla. Je me suis toujours sentie illégitime un peu d'être là. Et en me disant, mais si j'avais passé l'écrit, je ne serais jamais rentrée à Sciences Po, tu vois. Même si c'est une école qui correspond à mes intérêts, à ma personnalité, etc. Ça, j'en suis convaincue. Mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir le niveau véritable, parce que les autres ont réussi cet écrit et que moi, je ne l'aurais pas réussi. Finalement, tu t'es téléporté derrière le plafond de verre de l'écrit. Un peu. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, exact. Ouais, c'est intéressant. Après, je sais pas, ça se trouve, je l'aurais réussi, mais franchement, honnêtement... C'est Mektoum, en tout cas. Ouais, c'est comme ça, exactement. T'as pas eu à le passer. Faut pas cracher dans la soupe. On va pas... Voilà. On va pas refaire l'histoire. C'est ça. Exactement. Okay. Donc voilà, j'ai surtout vécu ça, en fait. Okay. Et dernière chose peut-être qui peut être intéressante pour le sujet du podcast, dans mon expérience de Sciences Po... T'as vu, je te disais que j'avais toujours grandi entourée en étant une minorité moi-même et entourée de personnes qui étaient de descendance européenne, disons. Et donc avec qui je pouvais... Et si on peut dire les Blancs. Les Blancs, ok, vas-y. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je le dis. Ok, disons les Blancs. On est ensemble, les Blancs, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a les Arabes, il y a les Blancs, il y a les Noirs. Pas de problème. Voilà. Okay. Et du coup, j'avais toujours un peu cette frustration, entre guillemets, de ne pas pouvoir connecter sur mon identité marocaine que je vivais avec mes camarades, mes amis, etc. Tu vois, donc ils avaient accès à une partie de mon identité, mais pas à toute mon identité. Et cette partie-là, ils sont pas de ça, ils peuvent pas la comprendre, ils peuvent pas connecter avec, donc c'est pas du tout quelque chose que je vivais avec eux. Et je me retrouve à Sciences Po. Ironie du sort, je vois il y a plein de Maghrébins à Sciences Po. Tu vois, des filles et des garçons. Les Maghrébins passerelles ou Maghrébins C'est-à-dire parce que tu vois, je sais. D'identité maghrébine aussi. D'identité maghrébine. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, par exemple, j'étais au lycée Bergson dans le 19e, qui est un lycée réputé chaud à l'époque. Okay. Maintenant, ça s'est calmé. On avait une passerelle avec Sciences Po, tu vois. Je sais que Ahmed, si je me trompe pas, aussi avait une passerelle. Donc la convention d'éducation prioritaire, la voie CEP. Exactement. Donc, et c'est quoi ? C'est des Maghrébins qui ont vécu cette passerelle-là, ou c'est vraiment même des Maghrébins qui viennent, parce que je pense qu'il doit y en avoir qui, tu vois, de la haute bourgeoisie marocaine, de personnes qui viennent de l'étranger pour faire Sciences Po Paris. Il doit y avoir aussi potentiellement, même si j'en fais pas partie, j'en connais très peu qui en font partie, des Maghrébins qui viennent de la bourgeoisie française. Voilà, tu vois. Oui, alors, toutes les Maghrébins ou les Marocains, etc., de l'étranger, sur les 3 premières années, moi, je ne les ai pas vraiment rencontrés, donc je ne les prends pas en compte. Okay. Moi, je parle vraiment des Maghrébins de France, tu vois. Et alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'était ceux qui étaient passés par CEP ou pas ? La plupart, oui. Mais peu importe, moi, je ne voyais pas ça, tu vois. Il se trouve que moi, je ne suis pas passée par CEP. Fun fact, anecdote rigolote, le jour où j'ai réussi et que j'ai appris que j'avais été admise à Sciences Po, avec mon père, on a imprimé la liste des admis, parce que c'était sur Internet que tu l'as consulté, le PDF, et je comptais les noms maghrébins. Donc les admis par concours. Donc par la voie par laquelle je suis passée. Et je crois que le pourcentage de mémoire, je crois que c'était genre 2%. De noms de noms, en tout cas à consonance maghrébine, qui étaient passés par voie concours, en fait, comme moi, tu vois. Donc 98% de noms maghrébins. De noms maghrébins. Ouais. 2% de maghrébins. Ouais. Et je suis même pas sûre que si j'avais pas mis dans le lot des noms à consonance quinf, tu vois, subsaharienne, genre sénégalais, malien, etc. Boubacar, ce genre de noms. Touré, voilà, Sissoko, etc. Ouais. Je me demande si j'avais pas pris en compte ça dans le pourcentage. Donc pour te dire, on était ultra minoritaires. Donc les Maghrébins de France, Maghrébines de France que je retrouvais à Sciences Po, pour moi, j'en avais jamais vu autant. Alors qu'ils sont une minorité à Sciences Po, mais ayant grandi en étant une ultra-minorité, c'était déjà énorme pour moi, tu vois. Et j'ai eu le réflexe, un peu pour renouer avec cette volonté que j'avais et que je ne pouvais pas faire quand j'étais collégienne et lycéenne, de connecter sur mon identité. Je me suis très vite
j'ai très vite essayé de me rapprocher d'eux, en mode faire communauté, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que Ça matchait pas? c'est compliqué. Parce que tu l'as dit, je pense que je suis un ovni, en fait, tu vois. Et donc... Dans les deux côtés, du coup. T'es un ovni, chez les blancs de la bourgeoisie provençale, et en même temps, t'es un ovni chez... Ouais. Ouais. Je n'appartiens à nulle part. Et du coup, j'ai essayé. Sur certains trucs, ça fonctionnait, mais sur plein d'autres, en fait, je sentais bien que j'étais pas des leurs, quoi. Tu vois. Ils te le faisaient sentir, ou toi, tu te sentais pas des leurs? Un peu, mais même ça, je m'en souviens même pas. Je sais juste que factuellement, dans mon sentiment, je n'étais pas des leurs. Et évidemment que je ne suis pas des leurs. On n'a pas le même vécu, on n'a même pas le même récit d'immigration de nos parents. On n'a pas grandi dans les mêmes milieux, on n'a pas grandi dans les mêmes écosystèmes culturels. C'est des gens qui ont l'habitude de rester aussi et de connaître d'autres Maghrébins ou autres, tu vois, de France. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Ils ont aussi, et ça c'est intéressant, je m'en suis rendu compte tardivement, une identité maghrébine de France, pour la plupart. Moi, je considère avoir une identité franco-marocaine, dans le sens où, n'ayant jamais été entourée de Maghrébins, mon identité maghrébine, et c'est pour ça que je dis maghrébine, pour faire un raccourci, mais marocaine, je ne l'ai construite qu'au Maroc. Okay. Donc toutes les expériences communes de l'identité maghrébine de France, je ne l'ai jamais vraiment vécue, tu vois. Moi, mon identité marocaine s'est construite au Maroc, tous les étés, avec mon père, ta famille, ma famille, etc. Et je n'étais pas dans le délire, en fait, parce que je n'avais pas vécu les mêmes choses. Donc, j'étais orpheline, de nouveau. Ça n'empêche pas, bien sûr, j'ai noué des amitiés très cool avec, d'ailleurs, tous les horizons. Mais tu vois, le seul Maghrébin de France qui a vraiment été mon pote, et qui est d'ailleurs toujours mon pote aujourd'hui, Oussem, c'est un Algérien d'origine, mais qui a une identité algérienne très forte, comme si c'était un Algérien d'Algérie. Et de la même manière, quand j'ai rencontré en master les Marocains du Maroc qui avaient fait leurs études à Sciences Po, donc qui étaient en master à Sciences Po, etc., je cliquais beaucoup mieux avec eux. Parce qu'en fait, mon identité marocaine était plus proche de la leur que eux n'étaient proches de l'identité maghrébine de France, tu vois. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Tu vois, l'identité maghrébine de France, moi je suis en plein dedans. Parce qu'en fait, je pense que c'est... alors, je fais un amalgame assez facile parce que malheureusement, la majorité vivent ça, mais généralement, identité maghrébine de France peut être égale à banlieue, peut être égale à quartier. De ouf. Et de mon expérience, 99% des cas, c'est ça, tu vois. Oui. Parce que quand tu es dans le... J'ai l'impression, en tout cas, que quand tu es dans l'identité que tu connais, c'est-à-dire franco quelque chose, tu as grandi dans un contexte qui n'est pas du tout lié au contexte social qu'on peut vivre dans les quartiers, dans les banlieues. Et ce qui fait qu'effectivement, quand tu vas connecter avec ton identité d'origine, ça va se faire dans le pays d'origine. Exactement. Parce que tu n'as pas l'occasion de le faire dans un contexte social qui n'est pas un contexte de banlieue ou de quartier. Et donc, je me reconnais à fond là-dedans, tu vois. Et mine de rien, c'est vrai qu'il y a un écart. J'ai rencontré des maghrébins qui sont plutôt franco quelque chose que des... J'en ai rencontré très peu. Ouais. Et c'est vrai que quand je connecte pas, en fait. Alors, je trouve qu'on n'a pas les mêmes valeurs, je trouve qu'on n'a pas le même fonctionnement, tu vois. Et pourtant, je n'ai pas grandi dans un... Tu vois, moi, je suis aussi un ovni, parce que je n'ai pas grandi à proprement parler dans un quartier. T'es un Parisien, toi. Je suis un Parisien 100%, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, et j'en suis fier, tu vois. Et d'ailleurs, quand si je dois me qualifier, je me sens plus parisien que français. Intéressant. Tu vois, parce que, même si, même si j'ai grandi dans le 19e, qu'on peut identifier comme un arrondissement quand même qui est assez chaud, qui se gentrifie à mort actuellement. Et c'est Belleville moi j'ai grandi à Pyrénées-Belleville, donc la zone, une zone qui est d'ailleurs, tu vois, si tu prends Belleville, beaucoup de quartiers c'est un quartier chinois,
et en même temps c'est un quartier feuge, et en même temps c'est un quartier très Tounsi, tu vois, mais Tounsi du bled. Donc ça mélange énormément de croyances différentes. Tu vois, on peut parler, tu vois, on a une église catholique chinoise, donc que des Chinois qui vont là-bas. On n'a pas un temple bouddhiste, mais une bonne partie des Chinois de là-bas, et je précise bien chinois, tu vois, je dis pas asiatique, parce qu'à l'époque, extrême majorité de Chinois, petit à petit, des Vietnamiens sont arrivés, il y a très peu de Japonais, tu vois, et même les restaurants japonais sont tenus par des Chinois, quelques Cambodgiens, tu vois, moi dans mon immeuble j'avais des Cambodgiens, mais voilà, on a une multitude d'expériences de vie, d'immigration, de croyances religieuses. Et ça fait aussi la richesse de Belleville. Mais moi, j'étais plus côté Pyrénées. Et quand tu remontes vers Pyrénées, il y avait aussi ce côté gros mélange, etc. Mais de nombreux bobos blancs de gauche, tu vois. Pas forcément classe moyenne haute, c'est plutôt classe moyenne, on va dire milieu, basse, mais qui ont quand même un meilleur cadre de vie que moi à l'époque, tu vois. Et en fait, moi, voilà, pour l'histoire, j'ai fait tout mon parcours dans le 19e. Sauf que j'ai connu une ascension sociale dans le sens où j'ai grandi dans le 19e, du bas 19e, tu vois, de mes 0 à 6, 8, 7 ans, tu vois. Riquet, Cambrai, Stalingrad, ceux qui connaissent, ils connaissent, tu vois. Et ma mère a fait, tu vois, alhamdoulilah, elle a fait le taf pour sortir de ce coin-là où elle sentait. Elle savait que, voilà, moi je me rappelle j'ai des bribes de souvenirs de quand j'étais à l'école, à la maternelle et début d'école primaire dans le 19e. C'était n'importe quoi. Tu vois. Les années 90, toi Je suis en 92, ouais. D'accord. Ouais, c'était encore, il y avait encore beaucoup de drogue, de prostitution, etc. Ouais, à fond, Stalingrad. Pendant les 10 ans qui ont suivi, il y avait encore énormément de drogue, effectivement. Après, moi, je suis un petit, donc je ne suis pas mélangé à ça. Et puis ma mère, elle a toujours esquivé les trucs de HLM de cité. Tu vois, j'habitais dans le quartier. Mais j'étais, tu sais, le gars du quartier qui était... Enfin, le gars, j'étais un enfant. J'étais pas le gars, j'étais l'enfant, le bébé du quartier qui habitait séparé, tu vois, genre à 2 rues, mais pas dans la cité. Par contre, j'allais à l'école, à la maternelle, avec les gars avec les bébés de la cité, tu vois. Et donc, quand même, malgré tout, je me rappelle avoir créé des liens un petit peu. Mais après, très rapidement, ma mère, elle a dit non, tu vois, je peux pas. Elle a dit, je peux pas faire grandir mon fils ici. Sachant que bon, voilà, je suis fils unique, élevé par une mère célibataire. Donc, tu vois, c'est un contexte très particulier. Elle devait aller travailler pour mettre de l'argent sur la table, du pain sur la table. Moi, j'ai été gardé, du coup, par des nounous, tu vois, qui avaient peut-être 15, 16 ans, tu sais, qui faisaient du babysitting, mais qui étaient dans la cité, tu vois. Donc j'étais un peu vulnérable, quoi. J'étais vulnérable, mélangé, enfin, c'était un peu complexe. Elle m'a sorti, on est monté vers Belleville, Pyrénées, et donc là, j'arrive dans ce truc où il y a un vrai mélange cosmopolite. C'est-à-dire que je vais dans un collège du 19e, où il y a, pour le coup, des mecs de quartier, mais aussi des bobos. Et ça crée cet élan. Moi, je trouve que c'est riche, parce que ça crée aussi un mélange culturel où j'ai pas été enfermé dans un carcan qu'on peut connaître en banlieue parfois, tu vois, où voilà, t'es tout le temps avec les mêmes mecs, t'es tout le temps embarqué dans... c'est très facile de glisser. Et moi, j'ai pas vécu ça. Et puis t'as des œillères, quoi. En fait, tu te rends pas compte c'est ça. de toutes les potentialités en dehors de ce milieu-là et de ce truc un peu mono, quoi. C'est en ça que c'est une richesse, en fait, la diversité sociale, culturelle. Carrément, carrément. Et puis surtout, tu vois, j'ai eu cette chance d'avoir une mère qui a très vite compris que si elle me donnait pas plus d'armes que ce qu'on pouvait recevoir dans un quartier du 19e ou quoi, j'allais pas m'en sortir. Surtout qu'elle, elle était pas là. Et elle a arrêté l'école en CM2. Ah oui, d'accord. Tu vois, elle a vécu l'indépendance en Algérie très jeune. Tu vois, elle avait 6 ans, je crois, quand elle a vécu l'indépendance. Donc, elle n'a pas vécu la guerre d'Algérie, etc. Mais sa mère, oui. Ma grand-mère. Son père également, mon grand-père, etc. Donc, tu vois, elle a vite capté. Elle s'est dit, OK, mon fils, il ne faut pas qu'il vive ça. Donc, très rapidement, elle m'a mis des livres de 400, 500 pages auxquels je ne comprenais rien dans les mains. J'avais 6 ans, je lisais des romans qui étaient au-delà de mon niveau, tu vois, mais qui m'ont permis d'acquérir un vocabulaire, une réflexion différente des potos que je rencontrais et que j'avais au collège. Et donc, je me suis plus rapproché des Blancs. Et j'ai plus connecté avec mon pote Marceau, mon pote Léo, mon pote Arsène, chez qui j'allais pour jouer à la Play parce que j'avais pas l'argent de me payer des consoles. Et du coup, j'ai resté beaucoup avec eux. Et je connectais moins avec, comme toi, je connectais moins avec
les Maghrébins de France, Ouais. qui avaient une identité maghrébine de France très forte, qui malgré tout allaient au bled tous les étés, tu vois, mais qui quand ils rentraient, ils avaient ce truc-là un peu, tu vois, très vite, la cité, Ouais, un peu Lascar. voilà, Lascar, quartier. le grand frère qui a fait de la prison, le Ah machin, ouais. les roues arrière à Dans une 12 chanson de ans. rap, quoi. Exactement, tu vois, exactement. Donc, j'avance comme ça et du coup, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et très étrangement, malgré tout, je passe le collège, j'arrive au lycée et je deviens Sami l'arabe. Ah ouais. J'avais demandé d'où ce revirement parce que moi aussi je soupçonnais pas que tu connectais plus avec les Marceau, Arsène, etc. Et manifestement il y a un virage qui s'est opéré à un moment donné. Tu saurais l'expliquer aussi? Ouais, je pense qu'à un moment donné, je comprends que j'ai beau être ami avec des blancs, et vraiment ami, tu vois, proche. Aujourd'hui, bon, on a moins de contacts parce que je suis à l'étranger, etc. Mais demain, je retourne au quartier, je les vois, c'est trop cool, tu vois, je suis trop content de les voir. Mais j'ai compris que j'aurais pas ma place en France. Très rapidement, j'ai capté. J'ai capté à cause de l'attitude parfois de quelques professeurs, tu vois, profs au collège. J'ai capté parce que bah, j'ai une conscience exacerbée à ce moment-là de la société. Je comprends rapidement que ça va pas le faire. Tu sais, on a connu le 11 septembre, on a vu le basculement après le 11 septembre, et j'ai capté très rapidement qu'il allait se passer, que ça allait pas matcher. Donc même si tu avais cette expérience positive avec les Arsène, les Marceau, etc., c'est quoi? C'est le fait que tu comprennes que systémiquement Ça allait pas marcher, Ok. et que comme j'ai pas connecté plus tôt, je me suis dit je serais pas accepté par mon groupe ethnique, et donc D'accord. il fallait que je fasse le nécessaire. Sauf que moi j'ai associé quoi? Maghrébin, quartier. Ouais. Et donc après, tu connais le truc, je sais pas si tu as connu mon époque dealer d'influence, etc. Mais Non. à un moment donné, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je sois un Lascar pour être accepté. Et en Ouais. même temps, parce que de toute façon, la société me rejetait. Donc, vous me rejetez, bah, j'assume pleinement mon rôle de rejet. Enfin, tu vois le truc. Donc, mais c'est toi qui as interviewé, c'est pas moi. Ah, mais voilà, tranquille. tu as compris le truc, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste pour t'expliquer que je comprends ton propos. Oui. Et j'ai vécu les deux côtés. Oui. Mais j'ai pris un chemin différent, tu vois, Ouais, c'est intéressant. par choix. Et finalement, l'histoire du plafond de verre, moi, je l'ai vécu Bah oui. direct à cause de l'attitude, enfin de l'identité qu'on me renvoyait. Contrairement à toi, où peu importe l'identité qu'on t'a renvoyée, tu as réussi à faire de sorte que ça soit pas un frein pour toi. Et donc, je trouve ça admirable et bravo à toi. Voilà, je tiens à le préciser parce Merci. que tout le monde ne le vit pas. Et voilà. Merci, et je te dis un merci sincère et je le prends, mais je tiens quand même à dire aussi que ma situation n'est pas la tienne, et si j'avais été un garçon, encore une fois, ça aurait été différent, etc., etc., tu vois. Mais bon, parenthèse fermée, mais merci en tout cas pour ça. Parenthèse importante. Et c'est intéressant quand tu dis, et je pense que c'est vrai, l'identité maghrébine de France, elle est presque consubstantielle à l'identité banlieue, quartier, presque pauvreté, etc., etc. Alors, ça recouvre évidemment une réalité factuelle, hein, sociologique et tout. Donc, il y a plus de Maghrébins qu'on pense, je pense, en France, qui s'inscrivent dans autre chose, dans un autre récit, et qui n'arrivent pas forcément, eux aussi, à s'intégrer et s'identifier à l'identité maghrébine de France, qui a un petit peu été hijackée, tu vois, monopolisée par cette image-là. Je suis sûre qu'il y a je suis sûre, c'est évident, il y a des Maghrébins en campagne, il y a des Maghrébins, je sais pas, en Bretagne, je ne sais quoi, qui ont une identité aussi qui est différente, mais ceux-là, ils sont pas vraiment représentés. On n'en parle pas. On n'en parle pas, donc on est un peu tous atomisés, tu vois, ici et là, et on ne sait pas qu'on existe. Et je pense que ça dépend effectivement d'où tu grandis. Moi, j'ai mon biais Paris, quoi. ouais, bah oui. Parisien 100%. Tu peux pas. Moi, tu vois, la province. La Provence. La province. La province. La Provence, c'est ma région. La province, c'est. C'est en général. Ouais, en dehors de Paris. En dehors de Paris. La province, je prends conscience de son existence. Au lycée, et encore quand je rencontre des gens du 7-8, genre moi dans ma tête je fais le t'as capté, l'Île-de-France, j'ai jamais fait gaffe à ça, et je suis sorti de Paname très, très tardivement, tu vois. Donc ouais, effectivement il y a des Maghrébins en province, et on parle beaucoup des Maghrébins, mais on peut aussi parler des Africains qui ont un autre parcours de vie aussi, mais sur lequel on peut s'identifier en tant que... Parce que le Maghreb est en Afrique, pour rappel, donc parce qu'on l'oublie beaucoup. Mais ok, donc toi,
je reviens à toi Vas-y. et à tes plafonds de verre, que Oui. pour l'instant, tu ne m'as pas cité. C'est impressionnant. Ah, et je suis gênée, hein. Non. Je suis gênée, j'en ai pas. Non, mais c'est hyper bien parce que du coup, encore une fois, je pense qu'il y en a plein qui ne vivent pas ça. Et Bien pourtant, tu as une particularité qu'on n'a pas retrouvée pour l'instant dans le podcast. En même temps, j'ai pas eu 50 000 invités. Ouais. Tu es une femme. Alors justement, c'est trop marrant parce que j'allais te dire, j'ai pas eu ce plafond de verre, si tu veux, identité maghrébine, etc. En revanche, je pense que en tant que femme, c'est mon identité de femme qui, disons, m'a posé le plus problème, j'allais dire. Et je vais même pas forcément dire m'a posé le plus problème de la part de la société, dans le sens où, dans mes expériences professionnelles, j'ai vécu le fait d'être une femme, etc. Et non, pas vraiment, mais c'est plus, je trouve, dans la construction de l'identité de fille puis de femme. En fait, je le vois avec tous nos clientes. Et je me dis, ah ouais, en fait, on est toutes pareilles, c'est un truc de ouf. On hérite de doutes très profonds, parfois de honte, et ouais, de manque d'assurance. Et en fait, comparé à d'autres hommes, tu vois. Et on parle souvent avec Ahmet de la confiance de l'homme blanc. Et c'est pas la confiance des blancs, c'est la confiance de l'homme blanc. Le mec, c'est un sociotype, évidemment, un archétype, donc venez pas me chercher en disant que ouais, on n'est pas tous comme ça, évidemment. Mais la confiance de l'homme blanc, c'est une figure, c'est un archétype du mec qui ne se pose pas toutes ces questions, tu vois. Il sait que globalement tout est possible, que tout est possible pour lui, il a des opinions intelligentes, que ses idées, ses opinions vont être accueillies, correctement accueillies, valorisées potentiellement. Il réfléchit pas 1 milliard de fois avant de parler, tu vois. Tu penses que c'est inconscient ou conscient ? Ouais, je pense que c'est inconscient. Parce que la société a été construite par des hommes comme lui pour des hommes comme lui, finalement. Je sais pas du tout. Ouais. Je sais peut-être. Franchement, peut-être. Mais ce que je sais, c'est que c'est des trucs hyper insidieux dans la construction d'un enfant, et d'un enfant, fille et garçon. En fait, on se différencie beaucoup, du coup, à l'âge un peu de la puberté, de l'adolescence, etc., etc. Et force est de constater que toutes mes clientes, moi-même, enfin beaucoup de femmes que je rencontre, c'est plus difficile, ça nous coûte plus d'avoir cette confiance-là qui nous porte vers des objectifs de vie particuliers, une ambition. Et en fait, quand je dis ambition, c'est même pas être boss lady, etc. Je veux même pas véhiculer cette image-là parce que je ne m'inscris pas dans cette image-là. En tout cas, pas totalement du tout. Mais je dirais vraiment que la société et le monde de l'entreprise, des corpos, etc., a été construit pour des hommes. Ok. Et alors déjà, pas pour des êtres humains, j'allais dire presque, parce que franchement, travailler de 9h à 18h assis sur un bureau, même ça, c'est pas humain, j'allais dire. Donc ça nous aliène beaucoup, ça nous déconnecte de, je pense, notre profonde nature humaine, etc. Tu prêches un convaincu. Voilà. Mais je dirais même spécifiquement pour les femmes, parce que en fait, les systèmes de rétribution, les mécanismes de rétribution au sein de l'entreprise, les attentes qu'il y a vis-à-vis des professionnels, force est de constater, souvent vont clasher avec la réalité de beaucoup de femmes, que ce soit dans leur expérience de femme ou leur expérience de mère, de parents, etc. etc. Tu vois. Pourquoi j'allais sur ce terrain-là ? Ouais, en fait, tout ce que je voulais dire... On parlait de l'homme blanc en général. Ouais. Globalement, j'ai grandi quand même avec... Alors, je dois, depuis des années, construire mon sentiment de confiance, d'assurance, de légitimité sur plein d'aspects, sur mes opinions, mes idées. Ça s'explique par plein de choses. Je pense que ça s'explique à la fois vis-à-vis de la société, mais à la fois vis-à-vis de moi, ma propre cellule familiale, tu vois. J'ai grandi qu'avec des frères. J'étais la plus petite. Mes idées n'ont pas toujours été entendues, considérées, valorisées, pour X raisons. Et finalement, ça m'a beaucoup impacté dans ma confiance en moi, tu vois. Est-ce que, et on va venir après, on va parler de Cratéo quand même, c'est important. Ouais. Est-ce que ton passage à Sciences Po
t'a permis, penses-tu que ton passage à Sciences Po t'a permis de renforcer cette légitimité dont tu avais besoin, même si tu as parlé tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, Oui. et t'a permis peut-être d'éviter des plafonds de verre qui pourraient être imposés en tant que femme. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, demain, si tu n'avais pas fait Sciences Po, est-ce que tu penses que tu aurais réussi de la même manière? Même si on voit bien ta détermination, on voit bien que quoi qu'il arrive, tu fonces, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que, voilà, je te laisse répondre, je ne vais pas te bombarder de questions. T'inquiète. Je pense pas du tout. Alors, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer, on pourrait refaire le monde et l'histoire. Ça se trouve, j'aurais réussi de la même manière ou peut-être mieux, mais j'ai quand même l'impression, sans être, voilà, il ne faut pas être démago, que faire une telle école, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, très clairement. Moi, je l'ai vécu, je me souviens très bien de ce sentiment quand j'ai eu ma réponse d'admission. Je l'ai vécu comme un sentiment de soulagement très profond, pas parce que j'avais fait des efforts pour y arriver, etc., mais parce que je me suis dit, oh, j'ai un filet de sécurité dans ma vie, tu vois. Genre, je me suis dit, je pourrais jamais tomber plus bas que ça. Là où les gens, peut-être leur filet de sécurité, il se situe là. Mais ça veut dire que tu avais déjà la confiance de te dire je vais réussir Sciences Po. Si tu arrives à te dire que c'est un filet de sécurité, parce que tu aurais très bien pu échouer première année et bim, tu redescends dans un... Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? moi j'estime que dès que tu es rentré, tu es rentré. Ça y est, c'est... Oui, ouais. Franchement, c'est rare, hein, les gens qui... tu peux redoubler à Sciences Po, mais franchement, rater Sciences Po au sens où, je sais pas, te faire virer ou redoubler 3-4 fois de sorte à ce que tu échoues vraiment et que tu abandonnes, c'est très très rare. Ok. Non, franchement, entre guillemets, il faut le vouloir. Une fois que tu es rentré, ça roule. Tu Ok. peux redoubler, ok, ça arrive, mais c'est pas significatif. À la fin, tu as un diplôme Sciences Po Paris, tu as ça sur ton CV, tu as ça sur ton LinkedIn, tu as ça en tant qu'étiquette aussi dans la société. Et voilà, c'est la réalité des choses, tu vois. On pourrait le regretter, on peut le regretter en se disant, ouais, ben, la France, et en effet, la France récompense beaucoup les étiquettes, les étiquettes notamment d'école. Et au-delà de ça, l'échantillon est très petit. Si tu n'as pas fait une top 10, désolé, mais si tu n'as pas fait une top 10, tu as significativement moins de chances d'obtenir le job que tu veux, d'avoir une candidature qui est retenue, etc. Ça, c'est certain, sûr et certain. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu comme étant un filet de sécurité. Donc, ça m'a donné cette confiance-là et cette sérénité vis-à-vis du futur. De me dire, OK, maintenant, tu vois, j'avance dans ma vie, mais j'ai pas trop à m'en faire. Et ça s'est bien sûr renforcé au fil des années et au fil notamment des expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Donc, j'ai pas fait de césure, mais j'ai eu un stage de fin d'études. À Dubaï, c'est ça? À Dubaï. Et ce stage-là, quand la chose qui a construit la confiance en moi sur cette expérience spécifique, c'est la manière dont j'ai obtenu, je dirais, ce job-là. Puisque, honnêtement, dans ma vie, j'ai jamais candidaté plus de 10 fois pour un poste. Je pense pas avoir envoyé plus de candidatures par poste. Donc, là encore. Post-Sciences Po, du coup. Ouais, post-Sciences Po, et y compris sur ce stage de fin d'études. Donc, je recherche, etc. Mais j'ai jamais eu d'expérience très difficile. Bah, typiquement, comparé à Ahmed, qui lui a déjà candidaté plus de 200 fois quand il cherchait des stages. J'imagine pas le stress que ça doit être et je ne vais pas dire la souffrance, mais en tout cas la déception ou la frustration que ça peut être, parce que je ne l'ai pas vécu. Tu penses, parce que tu t'appelles Kenza quand même. Oui. Quel est ton nom de famille de jeune fille? Sabaoui. Sabaoui, donc Kenza, Sabaoui. Ouais, j'ai un nom rebeu. T'es tamponné, ouais. quoi. Malgré tout, t'as pas eu à postuler plus de 10 fois. Non. C'est lié à quoi? Ton lieu de vie, ton lieu de naissance? Peut-être. C'est fou quand même. Peut-être il avait un moins bon dossier que toi aussi, je sais pas. Non, je pense qu'il avait un super CV aussi. Non, je pense pas avoir. Comment ça se fait? Comment t'expliques ça? Tu penses que quand t'es un homme d'origine étrangère, c'est beaucoup plus difficile? Évidemment. Okay. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des études. Il y a des stats. Institut Montaigne qui a sorti cette étude qui montrait que il est même plus difficile pour un homme maghrébin, j'allais dire éduqué, j'aime pas ce mot-là, mais qui a des diplômes, disons, diplômé, que pour un homme maghrébin non diplômé. Il est plus difficile pour l'homme maghrébin diplômé que pour le non diplômé d'obtenir des opportunités, d'être intégré, entre guillemets, dans le monde professionnel, etc. Ça ne m'étonne pas, personnellement, parce que oui, quand tu es diplômé, tu vises plus haut. Oui. Donc tu te confrontes à des plafonds de verre, pour le coup, là, qui sont
Je pense. Alors que quand on est non diplômé, déjà, je pense que ton ambition, de facto, elle est plus basse. Parce que tu dis, j'ai pas de diplôme, je suis un homme maghrébin en France, vaut mieux que j'aille chercher pas trop loin pour pas me retrouver en galère, quoi. Ok. Tu vois, pour pas me confronter à rapidement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, c'est quoi la conclusion, enfin, et tu te dis quoi Je vis-à-vis me de dis que ça c'est pas choquant, en fait, un homme maghrébin diplômé réussisse moins bien ou ait plus de difficultés à trouver un Ouais, job. ouais. Parce Moi, ça m'a beaucoup surprise. C'est vrai, Mais je comprends, en fait. c'est totalement Effectivement, logique. depuis que j'ai appris un petit peu et je me suis... voilà, j'ai médité sur les raisons pour lesquelles c'était le cas. Maintenant, effectivement, ça fait sens. Mais à l'époque, je me suis dit, on pourrait penser, le mec a plus de diplômes, donc il a plus, normalement, Plus de mécaniquement, chance, ouais. plus de chances, plus d'opportunités. Il est plus diplômé, plus qualifié, donc il a un profil qui correspond davantage à ces jobs-là pour aller plus loin encore. Il a potentiellement aussi, parce qu'il est diplômé et qu'il a évolué dans une grande école ou je ne sais quoi, des codes qui lui permettent de naviguer ces milieux sociaux. Donc, pour moi, c'était un choc quand j'ai appris ça. Et en fait, en effet, c'est plus difficile parce que quand t'as pas forcément de diplôme et que tu vas occuper des postes qui, voilà, des métiers, je sais pas, plombier, électricien, qui par ailleurs sont des métiers ultra importants et qui gagnent d'ailleurs plus d'argent que la plupart d'entre nous. La plupart des diplômés. Tu prends la place de personne. Tandis que ces hommes diplômés-là, qui ont toutes les qualifications du monde, tous les codes sociaux du monde, qui ont acquis tout ça, eux sont vus comme des compétiteurs, sont vus comme des adversaires, pas des compétiteurs, des adversaires, justement. Quand tu n'es pas forcément maghrébin, tu es vu comme un compétiteur. Quand tu l'es, tu es peut-être plus un adversaire, tu es peut-être plus une menace selon les milieux que tu veux intégrer, tu vois. J'ai une autre version. Ah, vas-y, je t'écoute. Je pense que ce que tu dis est vrai, hein, Ouais. très certainement. Néanmoins, quand tu es un homme maghrébin ou africain, parce que je pense qu'ils vivent la même chose plus ou moins, diplômé, donc tu vises plus haut, tu cherches des postes qui sont, c'est totalement normal, qui sont à la hauteur du travail que tu as fourni pour avoir un diplôme d'une grande école et tout le truc qui va avec. Peut-être même qu'en plus tu pars de plus loin parce que tu viens d'un quartier, j'en sais rien, tu vois. Et donc moi je pense pas, parce que finalement quand tu postules et que il y a un recruteur qui voit ton CV, etc., tu fais pas compétition au recruteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais compétition à ceux qui postulent pour le même poste. Ouais, et donc, tu es leur adversaire à eux. Moi, je pense surtout, et bon, c'est dommageable et c'est mon avis, et d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, je pense que tu te confrontes beaucoup plus facilement au racisme dans tes postes de grandes entreprises, voilà, postes élevés, entre guillemets, moi je l'appelle comme ça, postes de cadre, bien payés, avec plus d'avantages, etc., qui donc te permettent une ascension sociale. Et je pense que tu as plus de racistes ou de racisme en général ou de classisme dans ces milieux-là que, tu vois, moi personnellement, j'ai eu bac ES, je me suis arrêté et encore, je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu la troisième fois. Moi, j'ai postulé au McDo, j'ai eu, voilà, j'ai eu un poste direct. Bah oui. Derrière, j'ai fait une école de cuisine, quand même, qui, mine de rien, c'est un milieu, la cuisine, qui est très fermé, avec de nombreuses personnes qui viennent de milieux bourgeois, on s'en doute pas, tu vois. Ah oui. Mais la cuisine, tu vois, as des écoles comme Ferrandi, Bien sûr. tu as des écoles incroyables qui sont tenues par des personnes qui ont énormément d'argent. Et j'ai travaillé dans un resto sur les Champs-Élysées, donc j'ai eu aucun mal à trouver un poste. Mais pourquoi? Parce que c'est des milieux où on ne te voit pas. T'es pas visible, Okay. tu vois. Et tu fais t'es pas face client et tout. t'es pas face client, tu fais compétition à personne. Et quand bien même, tu vas dans le service, même dans des grands restos, tu croises énormément de Maghrébins. T'es dans le service. Et voilà, tu fais face aux clients, etc. Et peut-être qu'aussi, il y a c'est triste à dire, et je vais utiliser des mots forts, mais tu as ce truc de servitude aussi. Ouais. Tu vois, tu sers. Ouais. T'es pas là pour... T'es d'autres positions dans la société. Exactement. Bien sûr. Donc, tu peux être adversaire, certes, mais je pense aussi que... et en vrai, je comprends. Maintenant, je comprends. Avant, j'étais très en colère. Maintenant, je comprends. Ah, t'es un homme apaisé maintenant. Je suis apaisé. Je peux même pas dire que c'est le mariage parce que Nivine m'a connu en colère. Tu vois. Je pense que j'ai évolué dans ma manière de penser pour plein de raisons. Mais en tout cas, et je comprends l'homme blanc de 40 ans, recruteur, peut-être pas forcément patron de la société, parce que dans les grands groupes, tu fais pas face au CEO ou au PDG, tu vois. Mais voilà, tu es un homme blanc, tu es manager de grosses équipes, etc. Bah, tu vas donner le poste à quelqu'un qui te ressemble. Au même titre que quand tu vas lever des fonds, le mec qui est, je sais pas, qui est business angel ou qui est
patron d'un fonds d'investissement ou tu sais, qui fait la due diligence du truc ou quoi, il va dire ouais, attends, en face de moi, j'ai, je sais pas, cliché, j'ai Karim Augustin et et Karim. Augustin. Ouais. Karim, il a fait peut-être une école de commerce, mais Augustin, il a mes codes, il a fait une école de commerce Ouais. aussi. Je préfère donner mon argent à lui parce que je sens qu'il va mieux gérer, tu vois, que Karim, qui vient peut-être d'un quartier, qui truc, il a un parcours de vie plus difficile. Tu vois, moi, Ouais. je comprendrais. Ils se disent il y a peut-être plus de risques ou je sais pas. Allahu Alem. C'est plus animal en mode on est entre nous. Moi, je pense que C'est de ça. l'inconscient. Hein, Je pense que c'est peut-être. exactement Je ça. sais hein. pas. C'est l'esprit grégaire qui fait ça, Ouais, tu vois. Tu ouais. veux rester avec les tiens. Tribal. Tribal, exactement. Donc voilà, mais Ouais. ça se tient peut-être adversaire. Ouais, Ou pas. franchement, ça c'est une explication qui effectivement apaise. Plus ou moins. Hein. Tu te dis, bon, c'est la nature humaine et tout. Tu déresponsabilises un petit peu les gens. Voilà. Tu prends du recul sur les choses. Là. Ouais. Quand tu penses ça, et puis ça fait moins victime. Genre, Bien sûr. Je suis un arabe. Dans donc tous les on cas, veut ça c'est jamais une posture qui te fera gagner dans la vie. Donc ça sert à rien. Quand bien même c'est vrai, en fait. Quand bien même tu as été victime, ça sert à quoi d'être victime? À rien. Enfin, c'est comme attendre, je sais pas, la justice divine, que les gens viennent, s'excusent. C'est un peu enfantin, en fait, de l'être. Et je trouve que tu en es un bel exemple, parce que du coup, tu t'es pas laissé déterminer par ça. Même Ouais. si, ok, d'accord, le milieu, blablabla, école Ouais. privée catholique, mine de rien, tu vois, t'aurais très bien pu te dire, femme, Kenza, on n'a pas parlé de ton rapport à la religion, mais tu vois, par Ouais. exemple, tu pourrais très bien être étiquetée musulmane et Ouais. du coup te retrouver bloqué dans ce... T'as dit non, moi je m'en fous. Ouais. Sciences Po, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc t'as un bel exemple de ce que tu viens de dire. Je trouve que tu l'illustres bien. Peut-être. Merci, en tout cas. De rien. Ouais, en tout cas, dans ce scénario-là, en effet, tu dis, bon, c'est comme ça. Moi, je pense quand même, je suis peut-être pessimiste ou parano, j'en sais rien, mais je pense pas, parce que c'est aussi des choses qui ont été étudiées. Mais je pense quand même, il y a, au fond, ce truc-là de se dire, s'il est plus éduqué, s'il a plus de diplômes, il se débrouille mieux, il peut mieux se défendre. Tu vois, c'est presque, ça te rajoute presque un côté malin et du coup un peu dangereux parce que tu as plus d'armes, tu es plus armé. C'est possible. Tu vois, tu as plus de pouvoir. Et en fait, quand c'est une bataille, l'autre il a envie de gagner, quoi. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Franchement, ça se tient. Bon, enfin voilà, je sais pas trop, mais je pense qu'on le saura jamais. On ne saura jamais. C'est comme ça, en tout cas, dans tous les cas, en effet, il ne faut pas laisser ça déterminer quoi que ce soit. Et c'est à chacun de décider s'il a quand même envie de jouer ce jeu-là pour s'imposer. Imposer et s'imposer. Pas demander le respect, demander qu'on l'intègre, demander les récompenses, mais les prendre, l'imposer, s'imposer. Ça, c'est une voie possible. Et il y a l'autre voie, l'autre choix. Et moi, franchement, je comprends les deux. L'autre voie qui est de dire, franchement, moi, je ne joue pas dans ce jeu, on ne me veut pas, ou j'ai pas les mêmes opportunités ou le même regard qui est porté sur moi, ben voilà, je m'extrais de tout ça et amusez-vous bien entre vous. Je comprends les deux, honnêtement, j'ai de l'empathie pour les deux. Donc voilà. Ça me fait venir à une question. Tu Ouais. vois, il y a une dimension du plafond de verre que j'ai envie d'explorer. Mm-hmm. Un plafond de verre, c'est en verre. Oui. D'accord? Donc, Jusque-là, oui. Jusque-là, on est d'accord. À moins que ce soit un verre opaque, théoriquement, plafond de verre, tu vois à travers. Et quand tu vois à travers, tu vois ce qui se passe et ce que tu peux atteindre. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui ont ce plafond de verre et qui du coup voient ce qui se passe en haut, est-ce que, et je vais fermer volontairement la question, même si tu viens de le dire et je pense que je connais un peu ta réponse, mais mine de rien, je vais te laisser peut-être le choix d'y réfléchir et de me dire ce que tu en penses vraiment. Est-ce que tu suggères à une personne qui voit ce plafond de verre, qui voit ce qui se passe derrière, et donc qui voit ce qu'il peut atteindre, tu lui suggères de tout faire pour aller chercher ce qu'il voit, qu'il l'attire et qu'il veut atteindre, ou faire autre chose, et ce autre chose pourrait être n'importe quoi. Contourner, prendre un autre chemin, abandonner et se dire vas-y, je m'en fous. C'est évident que le sujet ne sera pas abandonné, mais comment tu vois les choses? Et si tu vois l'atteinte, comment tu ferais toi? Ouais. Je pense que ça dépend vraiment de chacun et que les deux réponses sont valables dès lors que tu es à l'aise avec ton choix et que tu fais ce choix-là en pleine conscience et surtout pour les bonnes raisons. Donc typiquement,
Tu disais, évidemment, c'est pas un abandon, un échec. Ça peut l'être, mais ça dépend de ton rapport à cette décision. Je m'explique. Disons que tu vois en effet ce qu'il y a à travers le plafond de verre et que profondément, tu le veux vraiment, ce truc-là. Et que tu le veux, toi, parce que tu as hyper bien construit ce choix-là, motivé, etc. Et que c'est pas... et que tu veux pas y aller pour prouver que tu peux le faire. Tu veux pas y aller pour prouver aux autres, à la société, ou parce que c'est ça qu'on attend de toi, ou parce que X, Y, Z. Si c'est une vraie volonté sincère, authentique, alors oui, moi je dis vas-y. Maintenant, il y a une différence entre tout faire pour y aller, donc pour mettre toutes les chances de ton côté, et pour, tu décides de jouer ce jeu-là, ok, je vais jouer ce jeu-là avec les règles, donc je vais, acquérir des compétences en prise de parole, communication efficace, impactante, pour peser dans les prises de décision, pour valoriser mon travail, pour faire savoir mon savoir-faire, bref, pour être plus visible et mettre toutes les chances de mon côté pour connaître cette ascension, ok. X, Y, Z, tu vois, en termes de compétences que tu acquiers, en termes de choses que tu mets en place. Ça, c'est ce que tu peux faire, c'est ce sur quoi tu as le contrôle, mais je suis obligée de compléter ce scénario avec des choses que tu ne contrôles pas. Moi, je ne pense pas que si tu mets tout en place, forcément, tu vas y arriver, tu vois. Non, des fois, tu vas quand même pas y arriver. Parce qu'il y a une partie que tu contrôles, il y a une partie que tu ne contrôles pas. Des fois, tu peux tout mettre en place, montrer patte blanche, faire tout ce que tu veux, être le top performer. Et au final, ça ne fonctionne pas, en fait, tu vois. Parce que, à la fin, c'est d'autres personnes qui le décident. Tu as des mécanismes qui pèsent sur toi, des forces que tu ne contrôles pas, des forces qui te dépassent, et c'est la vie. Et à ce moment-là, tu peux le vivre comme un échec ou pas, hein. Mais moi, je suis un peu contre ce truc-là de dire, de juste dire si tu veux, tu peux. Il faut partir avec cette intention-là pour vraiment te dépasser, mais dans la réalité des faits, ça ne dépend pas que de toi. Tu vois. Ouais, donc la méritocratie à la poubelle, quoi. Franchement, dans certains cas, ça va fonctionner. Mais dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Ça se trouve, tu es dans une entreprise ultra toxique où tu sais que le top management ne va jamais lâcher le steak. Tu as un nouveau DG qui est arrivé, qui a une certaine politique, une certaine culture, qui te mettra un stop forcément. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu que tu augmentes tes chances, mais tu ne garantis rien. C'est ça que je veux dire, tu vois. De la même manière, tu peux voir le plafond de verre, te dire « Putain, ça va me demander trop de jouer ce jeu-là. Je ne suis pas prêt à faire tous ces efforts parce que j'ai l'impression que je vais devoir me compromettre. Ça va me demander de faire des choses que je ne suis pas prêt à faire. Je ne sais pas, typiquement, faire de la politique. On en a déjà discuté avec mon mari, etc. Faire de la politique sur le papier, oui, parce que voilà, c'est un engagement, tu as du pouvoir sur la vie des gens et tu es plein de bonnes intentions. Mais en réalité, pour intégrer ce milieu, pour réussir dans ce milieu et du coup, pour réussir à avoir ce pouvoir que tu veux exercer et mettre au service des gens, ça te coûte beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt à endosser ce coût-là? Perso, non. Nous, on a décidé que non, tu vois. Donc, on ne le fera pas. Donc, ça dépend vraiment des situations des gens, d'à quel point ils le veulent et aussi de ce qu'ils veulent choisir comme effort et sacrifice, tu vois. Voilà, il y a des choses que tu veux être prêt à endosser et tu dis, OK, c'est le prix à payer, mais je le veux tellement que quand je fais le calcul coût-bénéfice, le bénéfice, il est plus grand que le coût. Et tu as des fois où la balance va être à l'inverse, tu vois, déséquilibrée. Donc, moi, c'est pour ça que je respecte les deux choix dans l'absolu. Par contre, il faut juste que ta décision soit vraiment éclairée et que tu aies pesé le pour et le contre et que tu saches si tu le veux vraiment et pourquoi tu le veux vraiment. Parce que souvent, on prend des décisions et on va s'entêter dans des choses, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux au fond, tu vois? Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Il faut toujours se poser cette question. Ok. J'ai deux dernières questions. Ouais. On est à combien? On a 1h29. Oh, waouh! Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. On a explosé les compteurs. Pas de souci, ça me fait plaisir. J'ai première question.
Cratéo. Oui. Tu peux me rappeler un peu le contexte et après je te poserai ma question. Le contexte, présenter la boîte ? Ouais. Ok. Donc Cratéo, qui veut dire en grec ancien prendre le pouvoir sur, avoir la maîtrise de, c'est un organisme de formation qu'on a créé avec mon mari et qui aide les professionnels à avoir une communication à la hauteur de leurs ambitions, faire de leur communication un levier de succès, de réussite en réalité, parce qu'on est parti du principe que, plutôt du constat que dans le monde professionnel, que tu sois salarié ou que tu sois indépendant entrepreneur, en réalité, tu dois toujours mettre les gens en mouvement, influencer des décisions pour atteindre tes objectifs, que ce soit des missions que tu décroches, des contrats que tu signes, des partenariats que tu noues, des relations que tu bâtis, peu importe. C'est tout ça qui vont faire, qui vont être les facteurs de succès de ta boîte, de ton activité, qui vont te porter vers tes objectifs. Et le dénominateur commun de tous ces moments-là, en fait, c'est les relations et les interactions que tu as avec tous tes interlocuteurs. Que ce soit pitch, réunion, projet, négociation salariale, peu importe. Tout ça, ce sont des prises de parole pendant lesquelles tu dois déployer et projeter à la fois de la crédibilité, de la confiance, savoir avoir le message juste pour influencer, convaincre, persuader, argumenter, éduquer tes interlocuteurs et les amener là où tu souhaites les amener. Donc on s'est concentré sur cette compétence parce qu'en fait, on considère que c'est un accélérateur de réussite et que tu vois, il y a des core skills, il y a des compétences clés que tout le monde doit acquérir dans sa vie parce qu'elles permettent de décupler ses chances. Et cette compétence-là en fait partie. Donc on propose de l'accompagnement en programme avec de la formation, du coaching qui aborde tous les leviers de la prise de parole. Ok. Ma question, est-ce que tu penses que, au même titre que Sciences Po, cette compétence que tu as développée et que tu proposes à vos clients t'a permis de briser un plafond de verre, d'évoluer dans ta vie, d'atteindre une place que tu n'aurais pas atteint sans? Alors, il se trouve que moi, j'évolue dans ce milieu-là de la prise de parole, l'art oratoire, depuis le début. Et quand je dis le début, ce n'est pas le début de Cratéo, c'est le début de cette activité. Donc, ça date d'il y a 10 ans déjà. On avait cette activité à travers une association qui existe toujours, qui s'appelle Graines d'Orateur 93. Donc, Ahmet en avait été le cofondateur déjà il y a 10 ans. Et moi, j'étais secrétaire générale. Mais je n'ai jamais vraiment passé le cap de la formation. Donc, en fait, moi, ça fait 10 ans que j'assiste et je pense que j'en suis à des centaines d'heures de formation, d'ateliers, d'intervention sur la transmission de ces compétences-là, sans pour autant avoir été formatrice véritablement. Tu vois, ça arrivait 1 ou 2 fois, mais c'était des contextes différents. Sans avoir la pratique, du coup. Ouais, sans avoir, entre guillemets, la prétention de porter cette expertise et de la vendre. Tu vois. Ça m'a, de façon passive, entre guillemets, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense aujourd'hui que je suis en capacité de délivrer tout le contenu parce que je le connais par cœur. Et ça m'a aussi impacté dans le sens où ça m'a permis de progresser. Et je dirais que cette activité-là et cette exposition-là m'a permis de dépasser une peur en réalité, de prendre la parole en public. Il faut savoir que moi, jusqu'à mes 18 ans, je n'allais même pas acheter du pain toute seule sans être, tu vois, fébrile, quoi. J'ai jamais aimé être le centre de l'attention, que le regard se porte sur moi, etc. Et donc la prise de parole en public, ça a été une grosse souffrance, un gros stress, une grosse gêne, un gros malaise pendant des années et des années. Je me soigne dans le sens où je pense avoir vraiment progressé là-dessus. Bah, tu passes en vidéo déjà, c'est quelque chose. Là, impensable. Tu sais pas devant combien de personnes tu es en train de parler pour l'instant. Laisse tomber. Ne m'en rappelle pas parce que... Franchement, bravo. Et puis c'est un honneur pour moi parce que c'est quelque chose que tu fais pour la première fois. Donc, ouais, exactement. Bravo. C'est la première fois que je fais ça. Ça aurait été impensable il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Encore plus impensable il y a 10 ans. Donc j'ai progressé sur ce sujet-là. C'est en effet un plafond de verre. Et là, ça fait référence à ce que je disais au début du podcast. Il y a des plafonds de verre qu'on s'impose à soi. Donc c'est un plafond de verre que je suis en train de briser, c'est certain.
Et c'est pour cette raison aussi que j'ai voulu me confronter à ce trac, à cette peur du regard des autres. Et en réalité, c'est du regard de moi envers moi-même. Tu vois, je pense qu'on est de plus en plus à l'aise et confiant en prenant la parole à mesure qu'on est à l'aise avec le jugement qu'on porte sur soi-même. Donc, c'est vraiment des choses qui vont de pair. Ok. Dernière question. Ouais. Et après, on va clôturer. Ok. Rien à voir. C'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais j'ai oublié. Est-ce que tu penses qu'en France, le vivre ensemble est possible? C'est quoi le vivre ensemble? Est-ce que tu pourrais le préciser? Je te laisse le définir. Ouais. J'ai l'impression qu'il a existé. Parce que quand j'écoute le récit et que je regarde des vidéos qui datent des années 80, 90, typiquement, il y a quelques semaines, on regardait les vidéos familiales de la famille d'Ahmed. Donc, tu vois, des cassettes de l'anniversaire de mes belles-sœurs quand elles avaient 10 ans. Donc, c'était dans les années fin 80, je crois. Fin 80, début 90. Tu voyais des scènes et moi, j'étais choquée par la scène que je voyais. Je me disais, mais ça, ce n'est plus possible en France, en fait. C'est donc mes beaux-parents qui, surtout à l'époque, se débrouillaient à peine en français, dans une pièce, dans leur salon, en ayant invité les voisins, les voisins du quartier, les voisins de la résidence, disons, le collègue de travail, etc. Tu as de tout. Tu as des gens d'origine française, tu as des Portugais, tu as des Turcs, tu as vraiment toute une panoplie de personnes qui potentiellement n'arrivent pas à avoir une conversation fluide parce qu'ils ne parlent pas vraiment la même langue. Mais tout ce beau monde se retrouve, discute, passe un bon moment. C'était vraiment très touchant comme scène et en même temps très triste parce que je me suis dit, mais ça, c'est plus des réalités qui existent, j'ai l'impression. Tu vois, en tout cas, c'est pas du tout ça qu'on nous montre. Donc le vivre ensemble, je dirais qu'il a existé. Je ne sais pas s'il existe encore véritablement aujourd'hui. J'ai pas l'impression, ou bien dans des poches non représentatives ou isolées de la société. Mais tu vois, de la même manière qu'il a existé à un moment donné, qu'il n'existe plus trop aujourd'hui, j'ai espoir qu'il puisse exister de nouveau. Je ne sais pas quand, comment. Honnêtement, je ne vois pas de signaux qui vont dans ce sens, malheureusement. Mais bon, l'histoire est longue. Donc je pense qu'en théorie, c'est possible. Mais on est quand même dans une phase très compliquée, je trouve, de la société. C'est pour ça que vous avez quitté? Parce que même si vous n'avez pas vraiment quitté le pays, vous êtes quand même en mode voyage pas mal avec ton mari. Est-ce que c'est lié à ça? Non, ok. En partie pour ça, ouais. C'est en partie... alors, il y a une variable qui est indépassable, qui est le climat. Ok. Ça, c'est certain. Je pense que, en tout cas, de mon point de vue et mon expérience, c'est que je sens qu'il y a une ambiance morose, lourde en France. Tu sais, tu as l'impression que tu es dans un pays, dans une société qui est un peu malade, qui est un peu en fin de vie, qui est un peu, en tout cas, égarée, en déperdition, etc. Et je me dis, moi, j'ai le privilège de pouvoir m'extraire de ça. Donc, c'est forcément tentant, tu vois. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée à des choses qui, je trouve, n'en valent pas la peine. Mmh. Et du coup, beaucoup d'énergie qui n'est pas investie dans d'autres choses qui en valent vraiment la peine, tu vois. La dynamique... Enfin, tu vois, on est au Maroc, là, actuellement. On est à Marrakech, on est dans un pays, entre guillemets, en développement, qui a déjà bien avancé, mais qui a encore pas mal de sujets à adresser. Mais voilà, un pays en développement, tu sens que l'ambiance n'est pas la même. Tu vois, en fait, il y a ce truc un peu indescriptible de sentiment global, d'énergie globale, d'espoir, presque d'enthousiasme vis-à-vis du futur. Tout est possible. Il y a encore des choses qui sont à faire, ça bouge, il y a de la dynamique, il y a presque un espoir en l'avenir et ouais, un enthousiasme dans le progrès et tout. Et j'ai l'impression qu'on a perdu ça en France. On a l'inverse même. Moi, je pense qu'on a l'inverse. C'est quoi l'inverse ?
c'est le désespoir, c'est ça y est, c'est la fin. La fatalité. La T'as vu, même moi, j'en fatalité. parle avec fatalité. Hein. Ouais. La vérité, Je partage ton avis. Franchement, en tout cas, mon avis personnel, c'est mort. Pour moi, la France, c'est Ouais. mort. Ouais. C'est pour ça que je suis pas. parti pour ça et voilà, pour le plafond de verre aussi, Oui. pour plein de choses. Même si, tu vois, le plafond de verre, je l'ai accepté il y a longtemps. Mais non, la France, ça y est. Pour moi, c'est le déclin de l'Europe en général, de l'Occident. L'avenir se trouve en Afrique. Elle se trouve avec les BRICS, peut-être. Même si on y trouve la Russie également, mais je crois pas trop. Mais voilà, tu vois, l'Afrique, c'est l'avenir. Le Maroc, c'est l'avenir. Sincèrement, rien à voir. Vous êtes en prospection actuellement ou pas? Où est-ce que vous voulez vous installer ou pas du tout? Vite fait. Vite fait. On pense un petit peu aux États-Unis, mais si on le fait, ce ne sera pas tout de suite. Ok. Mais pourtant, les États-Unis, ça reste l'Occident. Mais il y a autre chose qui se passe aux États-Unis. C'est pas la même vie, c'est clair. Ouais. Pas le même cadre. Et c'est dommage, franchement, la France, l'Europe, etc., parce que c'est une histoire extraordinaire. On a beau en dire plein de choses. En fait, l'histoire est très complexe et il y a des choses très positives et des choses très négatives. Franchement, dans toutes les histoires et dans tous les pays. Donc la France et l'Europe, ça reste... Ça a été berceau de civilisation. Ça a été aussi une civilisation qui a tiré l'humanité en avant, dans le progrès, tu vois. L'industrialisation, la Renaissance, etc. Moi, je suis très, très fière et très... Alors, fière, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas être fier de choses qu'on n'a pas décidées, tu vois. C'est un peu Dieu qui m'a fait naître en Occident, j'allais dire. Mais je me sens occidentale. J'ai cette fierté-là d'appartenir aussi à cette civilisation, tu vois. Parce que je trouve qu'elle est aussi le berceau de beaucoup de progressisme historique. Et du coup, ça me rend triste de voir tout ça décliner, quoi. J'ai espoir que peut-être elle se retrouve, cette civilisation, parce qu'elle est vraiment, moi je pense vraiment que c'est une civilisation qui est malade, en train de décliner, de mourir. Et vraiment, moi je veux comment on appelle ça? Un renouveau. Un renouveau, une réactivation de l'identité française. Je ne pense pas que l'identité vraiment européenne existe. Je pense qu'elle se fonde beaucoup sur la civilisation plus que sur le continent ou l'Union européenne, qui pour moi n'a aucun sens d'un point de vue identitaire. Mais j'aimerais qu'on aille renouer avec ça, avec un héritage, des traditions, des valeurs qui ont construit ce pays, qui ont été à l'origine de beaucoup de choses très très belles aussi. Donc pas que la colonisation, etc., dont on parle souvent dans la société, en plus en tant que maghrébin et tout, certes, mais tu vois, par exemple, moi, mon père, il a été à l'école dans les années fin 50, parce qu'il est né en 55. Le Maroc a été indépendant dans cette époque-là. Il est allé à l'école, donc milieu très populaire. Il est allé à l'école, il avait des profs français. C'était pas l'école française, mais il y avait encore, tu vois, c'est encore tout frais, donc il y avait encore beaucoup de profs français qui lui ont transmis beaucoup de choses sur l'histoire, la culture, etc. Il est ultra reconnaissant d'avoir vécu ça, tu vois. Donc voilà, bon, bref, tout ça pour dire que ça me rend triste et que j'aimerais, et je pousse, j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus, mais j'aimerais que la France et les Français se réapproprient aussi cette identité-là, qui s'est beaucoup perdue au fil des ans. Et contrairement à ce qu'on pense, pas que dû à l'immigration, mais aussi dû à... il faudrait un autre podcast, mais ouais. Le plan Marshall, la post-Seconde Guerre mondiale, l'américanisation, etc., etc. Ok. Voilà. Sur cette ouverture, qui peut-être laissera place à un deuxième épisode. Pourquoi pas, avec je te remercie. Encore une fois, de m'avoir fait l'honneur de passer devant la caméra pour la première fois. Je ne vais pas dire de ta vie, mais... Si, de ma vie. Ok, bah c'est encore plus, ça m'honore encore plus. Et d'avoir pris la parole. C'était très intéressant, c'était riche, parce que j'ai appris énormément de choses. Non, franchement, grand merci. Merci à toi. J'espère te revoir. Merci d'avoir regardé cet épisode et de l'avoir écouté. On se retrouve, Inch'Allah, dans le prochain. Kenza, première femme. Et j'espère que d'autres suivront. Ouais. Et marhaba, si vous voulez en faire partie, on a besoin de vos témoignages. On se retrouve dans le plafond de verre. À ciao les studios. Voilà. Merci Samy. Merci. Salut. Franchement, c'était trop cool. Ouais, merci grave. beaucoup. À bientôt.